Défi Rabelais, 30 fois. On serait le 22 et toute la fin sera consacrée au quart livre. Alors, au lieu de mettre mon grand drap blanc à 15 balles pour faire de la lecture, vous inquiétez pas, on a des sacrés rendez-vous. Je pense que dès demain, on aborde les moutons de Panurge. Texte presque triste de cruauté, mais si mal connu finalement. Et puis ensuite, il y aura la trompette, il y aura Carême prenant, il y aura les paroles gelées. Bon, c'est infini. Et c'est pour ça que je le dis un petit peu gravement, quoi. C'est-à-dire, on bloque dans le gargantua. Non, on bloque pas dans le gargantua. On reconnaît des choses. On est tellement surpris d'un monde aussi ancien qui nous saute à la gueule. Pantagruel qui est une finesse de dentelle pour entrer dans cet univers. On n'a pas forcément les clés. Et puis, si on lit après le gargantua, c'est foutu. Ensuite, il y a ces monuments abstraits du tiers-livre et le quart-livre. Eh bien, le paradoxe, c'est que première version en 1448, deuxième version 3 ans plus tard. Ensuite, Rabelais vit encore 2 ans, plus ou moins, en exil, en tout cas dans une grande pauvreté. Il dit « Buvant de l'eau claire, comme savait que j'ai toujours fait ». Et puis, ce récit, là encore, une sorte d'incohérence, c'est-à-dire on s'embarque pour une traversée circulaire du monde, et puis quand on arrive au bout, on est perdu sur l'océan glacial, la fin est ouverte, et il n'y a pas de réponse à quoi? À l'avenir de l'homme. Alors, est-ce que c'est déceptif pour autant, ou est-ce que c'est justement notre propre situation aujourd'hui, d'être dans une telle inquiétude par rapport au destin du monde qui nous ramène cette expérience d'aussi près? Pourquoi Rabelais n'a-t-il pas bouclé son truc? Oui, mais par exemple, prenez le voyage de Magellan. On est 20-30 ans avant. Magellan, ils partent à plus de 160 sur 3 ou 4 bateaux. Je ne me rappelle pas les détails, je n'ai pas révisé. Vous retrouverez ça facilement. Ils arrivent au Brésil. La mutinerie de l'équipage, je ne sais pas combien ça se massacre les uns les autres. Il y en a une partie qui repart, une autre qui s'installe sur place. En tout cas, Magellan et son équipe repartent. Ils contournent le Cap Horn. Et imaginez, ça c'est la légende humaine, ces zones entièrement désertiques, entièrement hostiles. Et puis on fait du cabotage côte en côte dans ce détroit qui est un fouillis monstrueux d'îles, chacune totalement austère. Et puis ensuite, la grande aventure. Et bizarrement, ensuite, on va retrouver en terre inconnue. C'est-à-dire que Magellan va finir par retrouver ces îles d'Indonésie où il est déjà allé, mais en partant dans l'autre sens. C'était ça la démonstration. C'est-à-dire, au lieu de partir par l'est, contourner le Cap et s'en aller par là, son défi, c'est de boucler en partant par l'ouest. Et il va y arriver, franchir le Cap Horn, arriver, je ne sais pas comment ils arrivent à se repérer avec les étoiles en plein Pacifique, mais pour arriver dans ce tout petit truc minuscule qui est cette île où il est déjà venu 10 ans plus tôt. Et là, vous savez, cette chose, est-ce que c'est dérisoire ou est-ce que c'est encore là une symbolique totale de l'aventure humaine? C'est des conflits armés entre le roi qu'il avait connu il y a 10 ans et Magellan va être tué. Et donc, qui revient? C'est au bout du voyage, 6 ans après, je pense qu'ils sont 14 ou 15, et c'est son second qui va, lui, établir la preuve que le voyage de circumnavigation est possible. Et si on s'installe dans ce mystère, à ce moment-là, la grande navigation ouverte du quart-livre, elle prend un autre sens. Alors pourquoi aujourd'hui cet écart, ce prologue? Est-ce qu'il y en a besoin? Je ne sais pas, les premières îles s'enchaînent avec une facilité. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans chacune quelque chose qu'on a laissé en partant. On retrouve dans chaque île une espèce de fonctionnement caricatural, aggravé, accentué du monde qu'on a laissé. Vous savez que dans cette première île, Medamoti, qui signifie nulle part, et c'est ça aujourd'hui sur quoi on va parler.
à la fin du livre, il y a un petit index qui s'appelle « Brève déclaration d'aucune diction plus obscure contenue au présent livre » et je voudrais qu'on aille en voir quelques-unes. Quand on arrive à l'île de Médamoti, nulle part, il y a quoi? Il y a ces brocantes de printemps qu'on trouve dans nos campagnes. Et dans ces brocantes, ce qui est étonnant, c'est que Panurge ou ses compagnons vont acheter, par exemple, ils vont découvrir un caméléon, un animal mais qui change de couleur selon le contexte, une sorte de miracle qu'on connaît par les livres, mais là tout d'un coup on en voit un vrai. Donc ce rapport de la chose au nom, à la mémoire, au livre, tout va être resitué. Et ils vont acheter aussi une peinture, ce qui est très étrange, parce que pour la première fois on va avoir aussi le fait qu'une description d'image, ekphrasis, insérée là comme objet réel, quitte son stade d'ekphrasis, mais en tant qu'image, elle va continuer d'être vivante. Il y a toujours ce genre de surprises et on va en voir bien d'autres, puisqu'on a encore un petit bout à voyager. Alors cette langue, comment moi j'ai découvert ce quart-livre? Évidemment, je n'étais pas plus fin que les autres. Pourquoi j'aurais été lire ce truc-là, massif, austère? C'était en 1988. L'édition qui faisait référence à l'époque, c'est une édition de Rose. J'ai parlé de Michael Scritch, grand monsieur qui est décédé à Oxford il n'y a pas si longtemps que ça. Cette édition, vous voyez, elle remonte à 1947. Ça veut dire que 40 ans après, elle restait l'édition la plus disponible. C'était la moins trafiquée, quoi. C'est-à-dire, évidemment, tout est reponctué, par exemple. Alors que dans mes trésors, je l'emmène souvent comme fétiche quand je fais des conférences sur numérique et livre, parce que mon quart-livre de 1792, c'est exactement la même taille de page que l'écran de l'iPhone. Et encore là, j'ai un grand iPhone. Et ce qui est flagrant quand on voit ces livres-là, donc qui datent de la Révolution française, mais toute petite, dans cette tradition de l'imprimerie de l'époque, c'est que la langue, le respect des conventions typographiques, tout simplement, on s'en préoccupait pas. Donc c'était venu direct, c'est une édition qui est fidèle au fac-similé des originales qu'on peut se procurer auprès de la BNF. Par contre, à partir de la fin du 19e siècle, là, à ce moment-là, c'est les grands peignes. Le peigne de Halmin, comme disait Rabelais, le pouce et les 4 doigts, ça fait... c'est comme ça qu'on a ratissé la langue de Rabelais, sous prétexte que de la rendre plus ou moins lisible, avec ces espaces, aussi les notes de bas de page qui vous mangent les 3/4 de la place. Bon, laissons tomber. N'empêche qu'il y a une exigence physique, plastique, pour entrer dans la complexité de ces textes, mais justement, les prendre dans leur offertoire, dans leur simplicité, ce à haute voix infatigablement qu'on a entendu dans le prologue. Alors mon autre appui, tant qu'on est dans les prémices ou les écarts, c'est un gars qui s'appelle Lazare Sénéan. C'est un linguiste et il a passé tout le temps de la guerre 14-18 enfermé, donc sans publier. C'est un moment où le pays est en recul, et puis du fond justement de ce mot catastrophe, qu'on va regarder là aussi tout de suite, il arrive avec cette somme. Alors moi il y a très longtemps que je l'ai, et il est difficile à trouver, ça a été publié en 1922, et ouais, le mien commence à être en sale mauvais état. Qu'est-ce qu'il fait Sénéan? Il découpe en trucs, c'est-à-dire par exemple vocabulaire de la navigation, vocabulaire de la cuisine, vocabulaire des jeux, vocabulaire de la société mondaine, des arts appliqués, arts militaires, traditions populaires, rites et croyances, proverbes et dictions, animaux, et proverbes et dictons, pardon. Et dans chaque chapitre, il reprend à la fois ce qu'on peut retrouver de cette littérature qui est même d'avant l'imprimerie, quoi. Qu'en langue française, l'explosion se fait avec l'imprimerie. Et en tout cas, dans l'époque, dans toute cette multiplicité de choses qu'on a oubliées ou délaissées, parce qu'il n'y a pas l'échappatoire, l'intensité, le pic de Rabelais, il retrouve des exemples. Quand le plaisir qu'on a, par exemple, à lire les exemples de Littré. C'est-à-dire, il va chercher dans tout un tas d'éléments de tradition orale, populaire,
des éléments qu'on retrouve transmués chez Rabelais ou qui prennent leur première forme écrite chez Rabelais. Dans le tome 2, il est beaucoup plus directement, par exemple, sur les traditions régionales, les mots de Gascogne, les mots du Poitou, les mots de Provence, ce qui vient de l'Italie, etc., etc. Il y a même tout un chapitre sur les noms propres et la forge des noms propres et les noms propres imaginaires dont Rabelais est si friand. Alors cette somme, moi je me suis longtemps bagarré, même pour moi c'était typiquement quelque chose qu'on aurait dû mettre en ligne, en se collant tous ensemble, ou sous forme de livre numérique. Bon, ça s'est pas fait. Franchement, moi c'est un boulot, là, il y a quand même 2 fois 490 pages qui dépassent mes possibilités personnelles. Tiens, on va faire d'ailleurs un petit truc qui me servira pour la petite vignette d'accroche. Tiens, si je mets comme ça, c'est important ces petites vignettes d'accroche. Si je rajoute ça et ça et ça, on aura l'image de la page d'accueil. Bon, je vous embête avec ça, pour pas vous faire perdre de temps. En tout cas, Lazare Sénéan, vous savez pour mes livres, moi je travaille en print on demand. Celui-ci s'appelle Dedans Rabelais. C'est une suite d'études personnelles, d'articles, justement beaucoup sur le quart-livre, mais aussi les autres. Et faites-moi ce petit service, aidez à la machine. Il y en a besoin, il y en a besoin. Les temps sont durs. C'est pas pour me plaindre, c'est parce que il faut qu'on muscle ça, il faut que ça devienne un vrai labo. Ouais, donc ça c'est un print on demand. Ça veut dire que là j'en ai matérialisé 5 et puis il y en a 5 autres là. Et puis je les fais revenir à mesure que vous me les commandez. Et c'est avec joie, bonheur, honneur. Par contre, vous pouvez directement vous le commander sur Amazon. Et là, tout simplement, il se matérialise pour vous dans votre boîte aux lettres. C'est ça le print on demand. C'est-à-dire que la fabrique matérielle du livre, elle est dans une chaîne totalement numérique, sauf au moment où vous, lecteur, décidez qu'il va se matérialiser. Eh bien, vous savez qu'elle achète avec leur usine Avenue Gutenberg, à Maurepas. Salut Benjamin, si tu passes par là. Dans cette usine totalement incroyable où il y a cet énorme entrepôt Hachette où passe quasiment un tiers de tout le livre français. Il y a une petite usine de production avec 2 chaînes et qui produisent ces livres sur commande. Et donc, le partenariat avec la BNF, c'est qu'on a tous les formats. Donc, c'est utiliser des scans images qui ensuite sont reconvertis en PDF selon le format, disons, quand même quantifié de cette collection. Et ça permet d'avoir des reprints à prix abordable. Enfin, c'est quand même 30 balles chaque tome. On est dans quelque chose d'extrêmement encore pour l'instant marginal, disons, surtout que les couvertures sont pas top et tout ça. Bon, laissons aller. Mais enfin bon, Lazare Sénéan, la langue de Rabelais, pour qui veut le trouver, c'est possible. Vite, maintenant on y va directement. J'ouvre le livre, on a attaqué par le prologue. Qu'est-ce que j'ai mis à la fin? Il y avait un premier prologue, celui de l'édition de 1548. Et puis, il y a ce que Rabelais a ajouté, justement, dans cette deuxième édition. C'est-à-dire brève déclaration d'aucune diction plus obscure contenue au 4e livre des faits et dits héroïques de Pantagruel. Ça veut dire quoi? Alors je prends un exemple. C'est au chapitre 2. Phare, haute tour sur le rivage de la mer, auquel on allume une lanterne, autant qu'est tempête en mer, pour adresser les mariniers, comme vous pouvez voir à La Rochelle et à Aigues-Mortes. Alors, cette phrase, elle me semble un petit peu archétype pour une compréhension globale de Rabelais. Phare, est-ce que c'est compliqué? Phare, c'est pharos, c'est un mot grec, donc c'est une transcription très simple. C'est pas du tout un néologisme, c'est pas du tout quelque chose de rare qu'aurait forgé Rabelais. Mais même ça suffit pas. C'est-à-dire, phare, haute tour sur le rivage de mer, auquel, au temps de tempête, les mariniers allument un feu. Et tout d'un coup, le mime simple, avec un nombre de mots très restreint, permet que ce mot qui, a priori, n'est pas compréhensible de ceux à qui on est en train de lire le texte, fait que l'histoire va devenir compréhensible. Donc une instance de mime permanent,
par la voix, où le mime de la voix, c'est la relation entre les mots et les choses. Bizarrement, vous verrez que tout à la fin du quart-livre, on va retomber sur Michel Foucault, les mots et les choses, puisque les mots et les choses s'ouvrent par une double citation et de Borges et de Rabelais. Vous vous en souvenez? Phare, retour sur le rivage de la mer, auquel on allume une lanterne, autant qu'est tempête en mer, pour adresser les mariniers. Et puis la fin, comme vous pouvez voir à La Rochelle et Aigues-Mortes. C'est-à-dire que le réel est la preuve de ce qu'on avance par la langue, mais à La Rochelle, sur la côte atlantique, à Aigues-Mortes, près de Montpellier, est-ce que les gens sont supposés avoir vu les deux? Rabelais a vu les deux, mais très peu de personnes ont même vu la mer. Et en même temps, ce mime de la langue, pensez tout à l'heure je parlais de Littré avec ses 90 000 mots, le petit Robert avec ses 60 000, le petit Larousse avec ses 40 000, le grand Robert avec ses 120 000, mais les petits dictionnaires français langue étrangère, pareil que nous, si on prend le petit Berlitz pour aller faire un voyage en Italie ou en Allemagne ou en Espagne, avec 2000 ou 3000 mots, on couvre l'ensemble des usages les plus élémentaires. Et donc, il y a toujours ce rapport-là qu'on peut se risquer. Est-ce que vous avez besoin de comprendre tous les mots que dit Rabelais? Non, puisque de toute façon, ce qu'on vous explique, c'est le contexte, et que le contexte vous permettra d'assimiler un mot qui, a priori, ne fait pas partie de votre collection. C'est pour ça que elle est très courte, cette brève déclaration. Elle est classée par chapitre. Mythologie, prosopopée, catastrophe. Catastrophe, 2 points, fin, virgule, issue. Alors là aussi, c'est-à-dire que le mot catastrophe, c'est-à-dire simplement la résolution narrative de l'histoire, de l'événement, est-ce qu'on le charge? Comme nous, dans Samuel Beckett, on entre dans la littérature comme dépli, monde intérieur, écrasement, éclatement de la catastrophe. Mais ça fait du bien aussi. Des choses qui se... Cannibale, peuple monstrueux en Afrique ayant la face comme chien et aboyant au lieu de rire. Alors quand on lit cannibale, on ne va pas penser ensuite directement à manger la chair humaine, mais cannibale, peuple sauvage en Afrique. À tête de chien et aboyant au lieu de rire. Quelle curiosité. Par contre, pensez au texte fabuleux d'Ambroise Paré. Ambroise Paré, quelqu'un qui, à cette époque, des grands massacres, prenez la bataille de l'Épante, où Cervantes participe, perd son bras, pendant 3 jours assiste l'agonie de son frère combattant avec lui et auquel on a amputé les jambes. Et qu'est-ce qu'on fait? On cautérise les plaies. On prend une épée, on la met sur la flamme, on l'applique. Ça sent le cochon grillé, vous survivez ou pas. Ambroise Paré contraindra, contre tous les avis d'une société, les chefs d'armée à utiliser l'antisepsie au vinaigre au lieu de la cautérisation par le feu. Le nombre des survivants va se démultiplier. Ça, c'est l'intelligence d'Ambroise Paré. Et bien, dans son œuvre complète, le 14e tome s'appelle Des monstres. Et les monstres, il y a par exemple cette femme qui a vu croiser un ours. Et même moi, je suis né en 1953, j'ai quitté Saint-Michel-en-Lerme en 1964. Donc début des années 60, on avait encore des montreurs d'ours ambulants dans nos villages. Cette femme, pour avoir vu un ours, accouche d'un bébé tout poilu. Cette histoire, elle est dans Ambroise Paré, mais elle sera encore dans Montaigne, bien longtemps après Rabelais. C'est-à-dire que c'est pas de dire est-ce que leur mode de pensée est plus naïf que le nôtre, est-ce que leur mode de pensée est plus rudimentaire que le nôtre. C'est différent. C'est en quoi leurs interrogations et ces disjonctions de savoir nous ouvrent, nous, à l'inconnu de notre propre espace mental. Et c'est là où Rabelais devient tellement central pour nous autres. Mais c'est pour ça que j'avais besoin qu'on prenne aujourd'hui un temps en amont, à l'écart, là, comme ça, directement dans le bureau, hors œuvre. Je continue. Donc, cannibale, anagnoste, lecteur. Vous préférez lecteur? Vous préférez anagnoste? Peut-être qu'aujourd'hui, dans la mesure où le lire devient si différent, là je le passe directement par la voix, l'audio, l'image. Est-ce qu'on se retrouve en situation d'anagnoste à la place? Évangile, bonne nouvelle, sarcasme,
moquerie poignante et amère. Et vous voyez comme la production de langue sur des mots, moquerie poignante et amère, devient, c'est justement peut-être ce qui s'accomplira au plus haut dans notre langue à nous, chez Baudelaire. C'est-à-dire, est-ce que Rabelais est même conscient de ça? Ben oui, la preuve, c'est-à-dire que sarcasme, on désigne quelque chose de précis. Moquerie poignante et amère, eh bien, on entre dans le prononcé, dans le temps, dans les sonorités de la langue, pour que la chose elle-même, et là c'est une chose mentale, abstraite, soit partageable, remise à vous autres, anagnostes, en main propre. Éphémères fièvres, lesquelles ne durent plus d'un jour naturel, savoirait 24 heures. C'est rien, moi c'est important quand même, parce que c'est le XVIe siècle, c'est le moment où on remplace l'heure gauloise par l'heure, justement, le temps en 24 heures. C'est à cause des marins, là encore. C'est à cause des voyages. Et c'est pour ça que cette histoire de voyage partant vers le bout de la mer devient si important. C'est-à-dire, l'heure, jusqu'ici, l'heure gauloise. Qu'est-ce qu'on nomme l'heure gauloise? Qui par décret va être réformée au temps de François Ier. C'est-à-dire qu'il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est-à-dire que l'été, les heures de jour sont grandes, sont longues. L'hiver, les heures de jour sont très restreintes. Donc le temps est quelque chose qui 12 heures de jour, 12 heures de nuit, bah c'est tout simple. Il y a ce qu'on doit faire dans la journée et puis le temps ouvert. Mais l'heure gauloise, qu'est-ce qu'elle est commode pour organiser ce que Marcel Proust disait, les travaux et les jours, reprenant un vieux titre d'Hésiode. Eh bien là, ce décret administratif qui dit non, on compte 24 heures égales toute l'année, parce que sinon les marins, eux, ils ne peuvent pas s'en tirer. Oui, même ces genres de petits trucs-là, ça rentre dans le livre. K.U.K.A. Mot vulgaire en Touraine, tellement qu'elle ment, que bien que mal. Que bien que mal, tellement qu'elle ment. Nous on dit K.U.K. Moi des fois je le dis exprès, K.U.K. On croit que je me trompe, mais non, c'est mes petits secrets avec Rabelais. C'est ça qu'on doit aussi, vous voyez là, expression de Touraine. Qui connaît les expressions de Touraine? Bon, avec Sénéan, on a un outil parfait pour retrouver d'où ça vient. Exactement. Vertu de Styx, interjection catégorique, pleine à perte et résolue. Période, révolution, clausule, fin de sentence, Habercase en allemand, vérifier, métamorphose, transformation, figure triangulaire équilatérale ayant 3 angles en égale distance l'un de l'autre. Et c'est toujours les mots du prologue, vous voyez, tragédie, tumultes et vacarmes excités pour choses de petite valeur. Marme, merdique, jugement de gens villageois en Touraine, sit, 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 une voix et sifflement par lesquels on impose silence. Bacbuc, bouteille, hydrographie, charte marine, ceinture ardente, la zone torride, l'équateur, les seuils septentrionales, le pôle arctique, parallèle ligne droite, imaginée au ciel, également distante de ses voisines. On y reviendra sur le bouleversement des géométries d'Euclide, au temps de Braille et d'Einstein, Poincaré. Chapitre 2, Médamoti, nul lieu en grec. Et vous voyez comme ça peut changer aussi la lecture. Nul lieu, l'île de nul lieu, et on la nomme, on est à Médamoti. Et à Médamoti, c'est où? Nul lieu. Mégistre, très grand. Idée, espèces et formes invisibles, imaginées par Platon. Atomes, corps petits et indivisibles, par la concurrence desquels Épicure disait toutes choses être faites et formées. Or, qu'est-ce qu'on verra avec Carême prenant? C'est que atome est invisible. Au moment de Rabelais, puis de Descartes, pensez au texte sur l'optique de Descartes. On va pouvoir voir, Rabelais il a ses besicles, mais pas plus. L'observable, c'est l'œil nu. Pas possible d'avoir accès à ce qui n'est pas visible à l'œil nu, même si, abstraitement, on peut concevoir cette idée de l'atome. Une fois qu'on va se doter de la lunette, on va pouvoir voir au microscope beaucoup plus loin et on va pouvoir déchiffrer le cosmos beaucoup plus. Est-ce que c'est au temps de Rabelais? Ben non, ce sera 50 ans après. Est-ce que ça a à voir avec la littérature? Ben oui, puisque l'inconnu, ce qui s'arrête à l'œil nu, on sait qu'il y a les atomes. On sait que de l'autre côté du ciel, pourquoi la nuit est noire? Cette question-là, tout le temps. Donc comment on va? Eh bien, c'est la tâche de la littérature. La littérature, c'est comment le langage, qui a rapport à vous-même, votre position, qu'est-ce que vous faites, comment vous pensez, comment vous avancez. Eh bien,
c'est dans cet inconnu qu'on va le risquer. Et tout Rabelais est l'écriture de ce risque. Et avec cette brève déclaration, on a la preuve, toute simple, toute modeste, médiocrité, il disait au prologue, qu'il est parfaitement conscient de ces enjeux et qui résonne là, précisément dans tous les mots. C'est pas un texte qui concerne, c'est pas un dictionnaire, c'est un texte qui concerne précisément l'enjeu de ce qu'il y a sous la langue. Gozal, en hébreu, pigeon, colombe, postérieur ventricule du cerveau, c'est la mémoire. Ça, c'est important, parce que la mémoire, elle est dans le postérieur, dans le ventricule postérieur du cerveau. Vous savez qu'au XVIe siècle, par exemple, ces petits coussins lymphatiques qui servent d'amortisseur entre boîte crânienne et vertèbres, on les découvre dans les autopsies, c'est rien, c'est vide, quoi. Et donc, le mort, il est parti avec ce qu'il sait, il est parti avec son âme. Donc, ces ventricules postérieurs, avec ces petites poches de liquide lymphatique, ça les travaillait bigrement. C'est où la mémoire? Vous croyez qu'on a mis longtemps? Elle est où la mémoire? Vous croyez qu'on a répondu facilement à cette question et qu'on peut se moquer facilement de Rabelais, de chercher un lieu à la mémoire? Si Dieu eût pissé ces manières de parler vulgaires à Paris et par toute France entre les simples gens, cénotaphe, âme moutonnière, on fera demain les moutons panurges, rane girine, je l'adore celui-ci, grenouille informe. Les grenouilles en leur première génération sont dits girins et ne sont qu'une chair petite noire avec 2 grands œils et une queue. Les petits têtards. Est-ce que nous, les gamins du pays de l'Ouest, on ne sait jamais lesquels d'entre nous, gamins des pays de l'Ouest, ne se seraient pas amusés à pêcher des têtards, puis les garder, assister à cette transformation quand ils perdent la queue, que les petites pattes poussent, etc. Prenez Axolotl de Cortázar. Et bien là, avec Rabelais, ce qui est intéressant, c'est le mot informe. C'est-à-dire à quel moment, c'est-à-dire que la grenouille nous laisse voir, percevoir sa constitution animale en tant que forme. Et ça, ce miracle des têtards, vous voyez comment on attire l'attention sur ce genre de choses qui déplacent le rapport de la langue à ce qu'elle nomme. Madia, tohu et bohu en hébreu, déserte et non cultivé. Enig et évig, mot allemand, sans, avec, en la composition et appointement. Scatophage, concilipète, cellule, mucalégon. J'aime beaucoup vague d'écumane. Vague d'écumane, grande, forte, violente, car la 10e vague est ordinairement plus grande en la mer Océane que les autres. Ainsi sont par-ci après dites écrevisses d'écumane, grandes. Allez voir n'importe où dans les Landes ou en Vendée. Mettez-vous devant les vagues et vous regarderez si aujourd'hui encore la 10e vague n'obéit pas à ce principe de Rabelais, que la 10e est un peu plus grande que les autres. On a laissé tomber le mot d'écumane. Hiéroglyphique, obélisque, pyramide, prototype, il y avait sa fascination pour le peu qu'on savait de cette vieille civilisation égyptienne, et pourtant, obélisque, pyramide. Rabelais, là, on sait qu'avant la civilisation gréco-romaine, on a ces éléments d'inconnu qui leur parlent directement. Comment une civilisation peut mourir? Eh bien, la grecque, on le sait, c'est ce qu'elle nous constitue en héritage, mais les civilisations qui meurent sans rien laisser en héritage, que obélisques et pyramides, Champollion, ce sera bien plus tard, qu'on ne peut pas déchiffrer. Il faudra Napoléon pour ramener l'obélisque sur la place de la Concorde, qu'aujourd'hui on le laisserait sur place. À quoi bon s'intéresser à Rabelais si c'est pas pour se mettre en mouvement soi-même, égoïstement, sur ces choses-là? Catadupe du Nil, je crois que j'en ai parlé, lieu en Éthiopie, auquel le Nil tombe de haute montagne, en si horrible bruit que les voisins du lieu sont presque tous sourds, comme écrit Galien. L'évêque de Karamite, celui qui à Rome fut mon précepteur en langue arabique, m'a dit qu'on louait ce bruit à plus de 3 journées loin, qui est autant que de Paris à Tours. Je sais que j'en ai parlé il y a quelques jours, mais il fallait qu'on voie la source. Qu'est-ce qu'on faisait quand on voyageait de Paris à Tours? On achetait un coq le matin, le coq chantait, il vous réveillait. Quand on arrivait, on mangeait le coq, tout simplement. Comme ça, on était sûr de faire le voyage sans perdre trop de temps. À plus de 3 journées loin, qui est autant que de Paris à Tours. Le chemin que
Moi, je fais en 1 heure aujourd'hui en TGV. Et Karamit, c'est bien Samarcande. C'est là où il y a cette chose que Rabelais a appris des leçons d'arabe de quelqu'un qui, lui, avait voyagé dans tout l'Orient. Puisque ce chemin entre tout l'Atlas, l'Afrique du Nord, et puis là, Samarcande, où résidait ce gars, mais est-ce qu'on en sait plus? Non, on ne sait pas plus. Herbe carminative, bringuenarille, paroxysme, accès, paragraphe. Vous dites paraphe, corrompez la diction, laquelle signifie un signe ou une note posée près de l'écriture. Paragraphe, signe posé près de l'écriture. Extase, ravissement d'esprit, ça on l'a déjà vu dans le premier Pantagruel. Druides étaient les pontifes et docteurs des anciens Français, desquels écrit César, livre 6, des Bello Gallico. Ça j'en ai parlé après le livre de ce chapitre. Chamef, hypocrisie en hébreu. Sympathie, compassion, consentement, semblable affection. Et j'arrête là, parce que on a épuisé le temps, et puis à vous d'y aller voir. Et pour celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de commander dedans Rabelais, sur la page de garde du livre, avec les mentions de copyright, il y a une toute petite adresse HTTP renvoyant à un lieu discret de mon site sur lequel en un seul clic vous pouvez vous approprier et télécharger une version numérique complète des 4 livres de Rabelais. Demain, les moutons de Panurge.